Matt is good. Assalamu alaikum. Bonjour Sénégal. Assalamu alaikum. Bonjour Sénégal. Et je voudrais également souhaiter la bienvenue à nos collègues en Afrique du Sud et aux États-Unis. Je suis Matt Miller, conseiller des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Au nom de l'ambassadeur Tulinabu Mushingi, nous vous remercions de vous bien vouloir nous rejoindre pour cette discussion d'actualité sur l'histoire des manifestations aux États-Unis. En ce moment même, des Américains et d'autres personnes du monde entier manifestent pour défendre les droits humains en solidarité avec ceux qui pleurent la mort de George Floyd. Nous espérons que cette conversation sera à la fois positive et instructive. Pour rappel, les mouvements de protestation peuvent apporter des changements et une explanation équilibrée sur la stratégie derrière un exemple des protestations américaines les plus réussies. En tant qu'Américaine au service de mon pays, au Sénégal, je suis ravi d'entendre notre éminent panel d'experts discuter de la façon dont la protestation a entraîné des changements nécessaires dans le gouvernement américain, nos pratiques commerciales et la manière dont tous les Américains peuvent prendre soin de leur famille et avoir une voix dans la façon dont ils sont gouvernés. Sans transition, je vais passer la parole à notre modératrice, Kine Diakate. Merci beaucoup, Jerejef Niofar. Kine? Merci Matt pour cette belle introduction. Je rappelle que M. Matt Miller est le conseiller des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Bonjour chers followers de la page Facebook de l'ambassade et tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Je m'appelle Kine Diakate et je suis la chargée des programmes d'échange au sein de l'ambassade. J'ai le plaisir de servir aujourd'hui de modératrice pour ce panel de discussion que nous organisons. Nous accueillons aujourd'hui M. Ousmane Sen, professeur à l'UQAD, directeur du Centre de recherche ouest africain. Professeur Sen est un spécialiste des États-Unis et nous n'avons plus à le présenter au Sénégal. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Dr Pape Malikba, qui est aussi enseignant au département d'anglais à l'UQAD. Et enfin, Mme Debinta Mbodj Ndiaye, qui est prof d'anglais de profession, mais elle est actuellement inscrite en année de doctorat à Georgia State University à Atlanta. Comme annoncé, notre panel porte sur le thème « Comment, dans l'histoire de l'Amérique, les protestations ont conduit au changement ». Comme vous le savez, les protestations sont une tradition aux États-Unis d'Amérique et c'est confirmé récemment avec la mort de George Floyd. Alors, le but de la discussion aujourd'hui est de réfléchir sur les mouvements de protestation américains qui ont réussi à changer les lois ou comportements commerciaux dans la vie des citoyens américains. Et comme nous l'avons vu au cours des dernières semaines, de nombreuses personnes dans toutes les régions du monde appellent au changement. La question est, comment ce changement s'est-il produit dans le passé et comment peut-il, je l'espère, se reproduire? Alors, professeur Sen, nous allons retourner au XVIIIe siècle pour aborder la Boston Tea Party. Comme vous le savez, la Boston Tea Party a conduit à l'indépendance des États-Unis. Et comme vous voyez sur la photo, on se rappelle tous des cartons de thé qui ont été jetés dans la mer avec les colonies britanniques, etc. Donc, je voulais passer la parole au professeur Sen pour qu'il nous rappelle un peu les protestations qui ont suivi la révolte de la Boston Tea Party. Merci beaucoup, Kine, et merci à vos collègues de l'ambassade. Et merci aussi aux autres panélistes. Je crois que les protestations ou les manifestations constituent l'essence même des États-Unis d'Amérique, en ce sens que l'Amérique a d'abord été une colonie de l'Empire britannique. C'est à cause de l'Amérique, entre autres, qu'on appelait l'Empire britannique the empire on which the sun never sets. Et la Boston Tea Party est un moment extrêmement important par rapport aux transformations qui allaient intervenir pour l'indépendance des États-Unis, cette indépendance qui est passée par plusieurs étapes, parce que la révolution américaine a commencé en 1765
Et la Boston Tea Party a commencé en 1773. C'était quoi? Il s'agissait pour les Américains de revendiquer un droit, le droit de pouvoir voter ou de se faire représenter dès lors qu'ils payaient des taxes sur les marchandises qui venaient de Grande-Bretagne. No taxation without representation. Et la Boston Tea Party a été un élément qui a donné une dynamique forte au processus de libération de l'Amérique pour lui permettre de devenir les États-Unis. C'est à partir de ce moment, et en 1775, que s'est enclenchée la guerre d'indépendance des États-Unis de 1775 jusqu'à 1783. Donc, la possibilité d'avoir des représentants, la possibilité aussi d'avoir une certaine liberté dans le commerce et de ne pas être des sujets britanniques appelés à payer des taxes sans en profiter. Mais il y a un autre aspect qu'on oublie, c'est que cette Boston Tea Party et cette période de l'histoire américaine a marqué de manière déterminante le visage politique, le visage économique, le visage social des États-Unis. Parce que si vous regardez la Constitution des États-Unis qui a été draftée en 1789, il y a deux amendements qui viennent et qui traduisent l'esprit américain et cet esprit de manifestation permanente pour garder sa liberté. Regardez le premier amendement. Le premier amendement vous dit que vous avez le droit, chaque fois que vous avez un régime tyrannique, de sortir et de manifester votre désapprobation. Cette manifestation ou cette propension à manifester pour s'exprimer politiquement est bien reconnue dans ce premier amendement. Le deuxième amendement qui caractérise aussi l'identité américaine, c'est le fait de pouvoir se défendre avec des armes. Parce qu'au moment où il combattait les Britanniques, il fallait que chaque citoyen soit un soldat pour défendre la patrie. Et ces deux éléments-là, même dans une Amérique où il n'y a pas de manifestation, sont illustratifs de la démocratie américaine, la capacité, la possibilité de manifester et donner son opinion, et de l'autre côté, la possibilité de pouvoir se défendre. Donc, tout cela, vous le voyez, a enclenché une dynamique qui explique maintenant l'identité, le visage des États-Unis d'Amérique tel qu'on le connaît. Merci, professeur Sen. Ndeye Binta ou Pape, vous voulez rajouter quelque chose? Voilà. Merci. OK. Do I have the OK, voilà. Donc, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez présentement. Merci beaucoup, Kiné, pour avoir coordonné ce panel. Merci à l'ambassade des États-Unis pour l'avoir organisé. Merci à mes chers panélistes, professeur Ousmane Sen du WARC et Ndeye Binta de Georgia State University. Je voudrais tout d'abord dire, comme le professeur Sen, que la question des protestations est ancrée aux États-Unis. Au lieu de commencer par 1773, moi je vais commencer par ce qui se passe actuellement. C'est cette tradition qu'on a, si on a l'habitude d'aller à DC devant le palais présidentiel, le White House, on est frappé chaque jour de voir des gens qui manifestent, qui protestent devant le White House. Et il n'y a pas de jour qui passe qu'on trouve à DC devant le White House, la Maison Blanche, donc des gens qui manifestent, qui protestent. Ça prouve donc à bien des égards que c'est quelque chose d'ancré et on les laisse manifester. Des fois même, ce n'est pas des Américains, mais c'est des immigrants ou bien des immigrés qui manifestent contre peut-être des politiques de leur pays d'accueil, de leur pays d'origine, autant pour moi, mais devant les grilles du palais présidentiel de la Maison Blanche. Donc ça, c'est extrêmement important et on est vraiment à première vue frappé par cet aspect-là aux États-Unis. Donc maintenant, pour remonter dans le temps et aller un peu dans l'histoire, 1773, avec le Boston Tea Party, je crois que c'est extrêmement important, surtout du fait que ce qu'on appelle nation building en anglais, la construction d'un État, c'est extrêmement important. Et les Américains ont réussi à avoir ces amendements, être numéro 1 et numéro 2.
pour montrer toute l'importance que le droit de protester si on n'est pas d'accord sur une telle chose et le droit de se défendre, pour montrer donc l'importance que ces choses-là ont. Donc, ça occupe des places importantes, surtout dans la Constitution américaine, et notamment, il constitue les amendements 1 et 2. Donc, je voulais juste introduire par dire ces quelques mots-là en attendant voilà, les autres interventions. Merci, Pape. Ndeye, tu as la parole. Merci beaucoup. Je vais jeter quelques mots. Merci beaucoup pour l'organisation de ce panel et bonjour au professeur Sen et Dr. Pamalik Ba. Donc, je voudrais, moi, revenir sur le caractère non violent de la Boston Tea Party et pourtant non moins qui a été plutôt efficace. Il n'y a pas eu de dégâts matériels, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Les dégâts matériels se limitaient en fait aux cadenas qui ont été cassés pour accéder aux caisses de thé. Et pourtant, ils se sont fait attendre parce qu'ils ont su stratégiquement toucher là où ça fait mal. Et ça, pour moi, c'est un exemple que les manifestants d'aujourd'hui peuvent prendre et essayer de trouver des stratégies pour revendiquer leurs droits sans violence et puis se faire entendre aussi. Merci. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour l'instant, oui. Merci, ça nous rappelle nos années de fac avec nos éminents professeurs. Et comme tu dis, Ndeye, c'est toujours bien de manifester, comment dirais-je, manifester dans la non-violence et obtenir ce que l'on veut. Voilà, nous allons passer à la question suivante qui sera traitée par Ndeye Binta. Voilà, alors que la grande majorité des récentes manifestations n'ont pas été très violentes, il y a eu des incidents de destruction de biens commerciaux et de mouvements. Quelles leçons les manifestants d'aujourd'hui peuvent-ils tirer de ce mouvement de protestation américain? Ça, c'est pour Pape Malik, pas pour Ndeye. Merci. Right. J'ai oublié de unmute myself. Donc voilà, merci pour la question, Kiné. Donc, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Et je vais partir de l'exemple de l'assassinat de George Floyd. Donc, nous avons vu qu'au départ, le policier Derek Chauvin a juste été licencié de la police. Mais maintenant, à force que les protestations continuaient aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on a vu qu'il a été, comment dire encore, he was charged, you know, sometimes il a été donc, la justice a joué son rôle et le policier principal, Derek Chauvin, a été impliqué pour meurtre, homicide, mais d'abord involontaire. Donc, les gens ne se sont pas arrêtés. Ils ont demandé que les autres policiers qui ont été des bystanders, donc des participants mais passifs à l'assassinat de George Floyd, qu'ils soient aussi inculpés. Et ils ont été inculpés, donc tous les quatre. Donc, qu'est-ce qui leur a donné tout cela? C'est le maintien des manifestations et le fait de globaliser ces manifestations-là. Il y a eu, on a vu ça, des cas de casse, etc., de looting, comme on dit en anglais, mais c'est souvent inhérent un peu au mouvement de protestation. C'est pourquoi il est important, généralement, si on veut réussir les manifestations, on a vu, par exemple, la réaction du président Trump, qui a dit que « when the looting starts, the shooting starts ». C'est-à-dire pour faire allusion aux gens qui seront tentés de prendre les biens des autres de manière illégale. Que l'armée est là, la police est là, l'État est là pour faire régner l'ordre si vous êtes tenté de prendre les biens des autres. Donc, personne ne cautionne, par exemple, le fait de casser les biens, de les voler.
Donc, c'est quelque part des dérives qu'on peut noter dans les mouvements de protestation, mais d'une manière générale, les associations et les organisations bien structurées, en général, ils coordonnent bien et ils s'organisent bien et ils gèrent, ils managent les groupes de façon qu'il n'y a pas, par exemple, de dérives, souvent dans les mouvements de protestation. Mais ce qu'on peut retenir d'une manière générale, c'est que d'abord, il faut une bonne organisation pour pouvoir réussir les protestations. Et on peut faire même, par analogie, donner l'exemple de ce qui se passe au Sénégal, par exemple. On reviendra sur ça, mais juste pour donner un exemple, avec, par exemple, le mouvement M23 et le mouvement en 2011, par exemple. Donc, on a vu qu'il y avait de la discipline, il y avait de l'organisation et il y avait une bonne structuration. Et ils ont réussi beaucoup de choses en 2011. Et c'est le même cas aussi avec les mouvements de protestation qui ont eu lieu d'abord à Minneapolis, mais aussi dans plus de 75 villes des États-Unis pour demander vraiment que le gouvernement prenne à bras le corps la question de l'injustice raciale. Et on a vu le succès que ça a eu avec l'arrestation non seulement d'Éric Chauvin, mais aussi de tous les quatre policiers. Et au-delà de ça, on a vu comment defunding the police, par exemple, réorienter tous les fonds à la police et on les investit sur des activités, sur des domaines sociaux qui peuvent vraiment toucher le public, etc. Donc, et ce qui a poussé les gouvernements locaux, c'est-à-dire les gouverneurs et les maires de ville, à penser à cela, c'est surtout les protestations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, mais surtout, j'insiste sur l'aspect discipline, organisation, structuration et l'action citoyenne. Parce que celui qui marche, qui proteste pour un droit, c'est d'abord un citoyen qui exerce un droit qui lui est donné par la constitution de son pays. Donc, il n'a pas le droit d'enfreindre aussi sur le droit des autres. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais à dire sur cette question-là. Merci, Pape. Comme on dit, hein, la discipline, l'organisation, on peut utiliser ça pour faire entendre le message et de manière très pacifique. Nous allons passer au mouvement des suffragettes qui a fait aboutir au 19e amendement à la Constitution américaine et qui a accordé aux femmes américaines le droit de vote. Donc, je vais passer la parole à Ndeye. Avant ça, vous voyez sur la photo la fameuse marche de l'Association américaine des suffragettes en 1913. Donc, le droit de vote a été ratifié le 18 août 1920 et les femmes afro-américaines y ont joué un rôle primordial. Donc, les femmes, auparavant, les femmes ne pouvaient pas voter et beaucoup n'ont pas pu voter en toute sécurité avant l'adoption de la loi sur les droits de vote de 1965. À ton avis, Ndeye, comment cette solution a-t-elle eu un impact sur les futurs mouvements de protestation? Okay. Merci beaucoup, Kiné. Comme tu l'as dit, le rôle des femmes afro-américaines a été déterminant dans cette lutte pour le droit de vote des femmes. Particulièrement, il y a eu les membres de la sororité Delta Sigma Theta qui ont participé à la grande marche que tu viens de montrer du 3 mars 1913 dans les rues de Washington pour un amendement constitutionnel qui garantissait aux femmes le droit de vote. Elles n'étaient que 22 et furent les seules afro-américaines à participer à cette marche, et ce contre vents et marées. Elles ont été notifiées de leur présence indésirable à cette marche et ont reçu des menaces, non seulement d'hommes, mais aussi de femmes blanches. Mais cela n'a pas entamé en rien leur détermination. Et quand elles furent finalement invitées à participer, elles ont refusé de marcher à l'arrière du peloton comme le voulaient les organisateurs. Elles ont donc marché au premier rang avec leurs banderoles pour montrer au monde entier qu'elles étaient bien là pour revendiquer leurs droits. Et au cours de cette marche, elles auront essuyé crachats, colibés racistes et coups sans flancher. Et parmi ces femmes, il y avait entre autres la grande journaliste Ida B. Wells et aussi la membre honoraire Mary Church Terrell, toutes deux cofondatrices de la National Association of Colored Women en 1896. Ida B. Wells fut la fondatrice de la première organisation afro-américaine de suffrage féminin, baptisée The Alpha Suffrage Club of Chicago. Et au-delà de cette marche du 3 mars,
et bien après la ratification du 19e amendement. Ces Delta Sisters, à travers ces organisations, ont continué à se battre non seulement pour le droit de vote des femmes afro-américaines, ce qu'elles n'obtiendront qu'en 1965, mais également pour les droits civiques de tous les Afro-Américains et contre le lynchage qui était monnaie courante à cette époque. Ces femmes donc ont montré à leurs contemporains et aux générations futures que les maîtres mots, quand on se bat pour une cause, sont la détermination et la persévérance. Toute leur vie, elles se seront battues sans relâche et de façon pacifique, en faisant fi des menaces et des agressions quasi quotidiennes dont elles faisaient l'objet. Ida B. Wells s'est servie de sa plume de journaliste. Elle a voyagé à travers les États-Unis pour documenter ses publications dans lesquelles elle dénonçait les exactions à l'encontre des Afro-Américains. Maintenant, aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe aux États-Unis, on peut voir cette même détermination, cette même persévérance de la part des manifestants. On en est au 24e ou bien 25e jour d'affilée de protestation pacifique pour la plupart. Et au-delà de ces marches pacifiques, on voit des leaders afro-américains, on a vu des avocats, des politiciens, des sportifs, des acteurs qui, à l'image de Ida B. Wells, se servent des plateformes dont ils disposent pour appeler au calme et à la persévérance, mais également pour faire pression pour obtenir une meilleure justice. On a vu la sortie remarquable et remarquée de l'actuel maire d'Atlanta au lendemain de la première nuit de violence. Elle s'est adressée directement aux manifestants pour leur rappeler les paroles de Martin Luther King. En résumé, elle leur a dit, oui, vous êtes fâchés. Oui, vous êtes en colère. Oui, il nous faut plus de justice. Mais c'est pas comme ça. We are better than this. This is not us. Nous valons mieux que ça, et ça, ce n'est pas nous. Vous voulez un changement? Marchez, faites-vous entendre et réclamez le changement. Je suis d'accord. Vous voulez un changement? Bientôt les élections, allez voter. Mais ne détruisez pas les biens qui vous appartiennent, qui appartiennent aussi aux communautés noires. Et ça a fait tache d'huile. Ça a été relayé dans toutes les télés ici aux États-Unis. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, de ce mouvement des femmes, on retiendra qu'elles ont été déterminées, qu'elles ont été persévérantes, et tout ce dans la non-violence, d'une manière pacifique. Okay, Kiné? Merci Ndeye. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers notre page Facebook et nos autres plateformes. Vous pouvez envoyer vos questions et nous allons y répondre d'ici la fin de cette discussion. Professeur Sen, je reviens à vous. Nous n'allons pas parler de révolution aux États-Unis sans évoquer l'histoire de Rosa Parks et le boycott des bus dans le Montgomery en 1955. Vous savez qu'au cours du boycott des bus qui a duré plus d'un an, plusieurs entreprises de transport appartenant à des Afro-Américains ont été créées pour aider les Noirs à se rendre au travail et en revenir. Comme ça l'illustre sur la photo que nous avons sur le live actuellement. Donc, ils ont créé leurs entreprises pour aider les Noirs, les Afro-Américains à se rendre à leur lieu de travail. Et ces mêmes entreprises ont été contraintes de fermer après la fin des boycotts de bus. Quelles leçons en particulier sur ces manifestations économiques les militants et les manifestants d'aujourd'hui peuvent-ils tirer des boycotts des bus de Montgomery? Professeur Sen. Professeur Sen, vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît? Je disais donc que je vais essayer de respecter le timing que Rose nous rappelle un peu, 2 ou 3 minutes pour les panélistes pour que les auditeurs puissent aussi intervenir. Mais l'un des résultats évidents des manifestations de Montgomery, Alabama, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Parce que ces manifestations-là ont produit
celui que l'on appelle MLK, Martin Luther King. Et les manifestations pacifiques, ça, c'est le sceau de Martin Luther King dans le contexte américain. Donc, un peu ce qu'on a aujourd'hui, c'est le prolongement de ce mouvement-là qui a commencé avec cette dame Rosa Parks qui prend son bus et qu'on lui dit, oui, mais le bus est plein, même la place que vous devriez occuper en tant que noir, vous allez quitter ça parce qu'il y a des blancs qui doivent venir. Et il y a eu beaucoup de frustration avant parce qu'il est arrivé de payer le billet. Alors, elle donne son argent, on ne lui donne pas la monnaie, ou bien elle donne son argent, mais voilà, on lui dit de sortir, elle sort du bus, et puis après le bus part sans elle. Donc, ça a créé un fort mouvement de protestation qui consistait tout simplement à boycotter les bus, et c'était stratégique, parce que 73 à 75% de ceux qui prenaient les bus, c'était des Noirs. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre chacun d'avoir son véhicule particulier. Donc, c'était eux qui empruntaient. Il y a même, si vous voulez, une entreprise de bus et il y a une solidarité qui a commencé à se créer. Ceux qui avaient des voitures étaient disposés à prendre les autres noirs et les taxis prenaient pratiquement les autres noirs et les amenaient sans qu'ils payent. Donc, déjà, ça commençait à se dessiner si vous voulez, la cristallisation de cette identité noire à travers cette solidarité qui s'est dégagée. Autre chose, cette capacité de mobilisation et de manifestation ensemble, c'est à partir de ce moment que ça a commencé à se cristalliser. Donc, les Noirs qui avaient plus de droits à défendre que les autres ont commencé déjà à apprendre comment s'organiser pour que ces boycotts et ces manifestations puissent être le label de leur lutte aux États-Unis. Mais l'autre élément, c'est que c'est ce mouvement-là, si vous voulez, en Alabama, à Montgomery, qui a donné naissance à Martin Luther King, parce que c'était un petit pasteur dans une petite église, et à un certain moment, il a eu à diriger le mouvement jusqu'à devenir une figure absolument nationale et internationale. L'autre élément qu'il faut retenir aussi, c'est que ce mouvement a rappelé quelque chose qui était dans la Constitution des États-Unis, et que la partie blanche de la population ne voulait absolument pas appliquer. L'égalité en droit, l'égalité en prérogative, qui a été reconnue, c'est le 14e amendement, et qui était déjà dans la Constitution des États-Unis, mais les lois de la ségrégation Jim Crow ont fait en sorte que la majorité blanche n'a jamais voulu reconnaître ces droits-là aux Noirs, et en particulier à travers un certain nombre de choses qui s'appellent le Code noir. Alors, ces codes noirs-là, c'était quelque chose de fantastique. Je vous donne un exemple. Oui, mais vous, en tant que blanc, chaque fois que vous voyez un noir et que vous croyez qu'il dépense trop d'argent, vous avez le droit de le faire arrêter. Mais comment peut-on juger que quelqu'un dépense trop d'argent? Donc, ce côté subjectif qui faisait qu'à tout moment, à n'importe quelle circonstance, le blanc pouvait un peu martyriser le noir et revenir à une situation où le noir était un citoyen de deuxième zone. Je crois que tous ces éléments-là sont des éléments que l'on retrouve dans les manifestations d'aujourd'hui, en particulier caractérisés par quelque chose que Barack Obama a souligné. Ces mouvements-là nous rappellent les mouvements de Martin Luther King, mais il y a quelque chose de plus. Il ne s'agit plus de Noirs qui manifestent et qui se font battre par la police. Il s'agit de Noirs, d'Asiatiques et de Blancs qui sont ensemble. C'est pour ça qu'il faut espérer que ce mouvement-là peut-être parachèvera l'œuvre de Martin Luther King, même si c'est un rêve, et les rêves, on ne peut pas les parachever totalement. Voilà, je voudrais être aussi bref que ça, si ce n'a pas été long. Voilà, merci beaucoup. Très pertinent, professeur Sen. D'ailleurs, une de nos followers du nom de Adja nous dit que les gens devraient pouvoir organiser des manifestations paisibles, sans violence. Donc, elle a été inspirée par Rosa Parks, comme nous, comme plusieurs personnes dans ce monde. Alors, il y a aussi la grève des raisins de Delanoë en 1965, une grève du travail par le comité d'organisation des travailleurs agricoles contre les producteurs de raisins en Californie. Donc, je vais passer la question à Ndeye Binta. Et sur cette photo, vous voyez Julio Hernandez, Larry Heath Young et César Chavez, des gens qui ont joué un rôle assez important dans cette grève-là. Et cette photo, c'était en 1966.
ils ont joué un rôle vraiment assez important dans ces protestations-là. Donc là, je te passe la parole si tu as quelque chose à dire par rapport à cette grève-là et les manifestations. D'accord, merci Kiné. Donc, cette grève est encore un autre exemple de détermination et de persévérance. Elle a commencé le 8 septembre 1965 et s'est terminée en juillet 1970. Elle aura donc duré 5 ans. Cette fois-ci, les acteurs ne sont pas des Afro-Américains, mais des immigrés d'origine philippine, comme on l'a vu sur la photo, et mexicaine, qui parcouraient la côte ouest et travaillaient comme saisonniers dans les vignes. Ils ont déclenché cette grève en protestation contre le système de rémunération, le manque de couverture sociale et l'absence de plan de retraite. Et ils ont donc refusé d'assurer l'accueil des vignes et de laisser les produits déjà cueillis pourrir sur les quais. En plus, des milliers de familles américaines les ont soutenus, comme on voit actuellement, comme le professeur Sen l'a dit, des Blancs, des Asiatiques, tous sortir pour soutenir la cause des Noirs. Donc, il y a eu des milliers de familles américaines qui les ont soutenus en refusant d'acheter les raisins de table produits par les grands propriétaires de vignes. Et malgré les représailles de la part de ces grands propriétaires, comme la coupure de l'approvisionnement en eau, par exemple, les grévistes n'ont pas flanché. Ils ont continué à mener la bataille et au bout de 3 ans, alors que la colère se faisait sentir de plus en plus et qu'il y avait un peu partout des appels à la violence, un de leurs leaders que tu as montré sur la photo tout à l'heure, César Chavez, a entamé une grève de la faim à l'image de son idole Mahatma Gandhi. En plus de calmer les ardeurs et taire les appels à la violence, cette grève de la faim a également attiré plus d'attention sur le mouvement qui a reçu le soutien de grandes personnalités comme Martin Luther King et le sénateur Robert Kennedy. La grève a donc continué de façon pacifique et au bout de presque 5 ans, en juillet 1970, les grands producteurs, ne pouvant plus supporter le manque à gagner financier, ont accepté de s'asseoir autour d'une table et ont décidé d'accorder aux grévistes une meilleure rémunération et une couverture médicale et de les protéger contre les pesticides utilisés dans les plantations. Donc, il a donc fallu à ces grévistes 5 années de détermination et de persévérance et de lutte sans violence pour finalement obtenir gain de cause. Donc, voilà encore un autre exemple de comment les protestations se sont faites aux États-Unis. Et comme dans le cas de Rosa Parks, il faut juste une bonne organisation et puis des actions stratégiques qui peuvent vraiment atteindre là où ça fait mal. Et on sait très bien qu'en général, là où ça fait mal, l'économie en fait partie. Oui, en effet, une grève qui a duré 5 ans à travers des marches, des boycotts et surtout la non-violence. Et finalement, ils ont eu gain de cause. Nous allons prendre quelques questions sur Facebook. Je vais commencer par la question sur la mort de George Floyd. Un de nos followers nous demande pourquoi ça a été si populaire. Et il dit qu'on a vu autant de mouvements de manifestation, mais sa mort a drainé autant d'indignation, de protestation, autant de mouvements de soutien venant la plupart des Blancs. Donc, c'est ça la question d'un de nos followers sur Facebook. Quelqu'un d'entre vous peut répondre, ou vous trois, à tour de rôle. J'ouvre le bal. Oui, allez-y. Oui. Alors, il y a des circonstances qui entourent cette mort de George Floyd. La vidéo elle-même, la vidéo a duré des minutes et des minutes et les gens ont vu l'image d'un genou qui serrait un cou, d'un genou humain qui serrait un cou humain, cou C-O-U, et chacun a senti dans sa chair que si j'étais dans cette position-là, je risquerais d'étouffer et de mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu cette empathie, c'est-à-dire on s'est retrouvé dans une situation où dans la tête, on se disait, ça peut être moi. Les autres circonstances, c'est qu'avec les médias qui sont un peu partout, ce qui a permis d'avoir cette vidéo d'ailleurs, donc l'information se diffuse et se propage rapidement en un clin d'œil, en une seconde. Les autres éléments sont que l'incident est arrivé,
à un moment de COVID-19 et à un moment où les gens doivent se confiner. L'Américain ordinaire, vous le savez, vous êtes aux États-Unis, I run 2 jobs, I run 3 jobs, je fais 3 métiers, je fais 4 métiers. On n'a pas le temps de s'asseoir et de se reposer et de faire fonctionner son esprit. Mais cette fois-ci, ça a trouvé les gens confinés chez eux ou obligés d'être chez eux parce qu'ils sont en chômage. Vous êtes là, vous avez le temps de regarder les images, vous avez le temps aussi de réfléchir, vous avez le temps de vous rappeler que tiens, mais c'est ça que l'on voit dans les rues des États-Unis presque chaque jour dans les grandes villes. Et à partir de ce moment, les étudiants, ils n'étaient plus sur leur campus. Ils étaient en vacances d'abord. Il y en a qui protestaient, qui voulaient aller dans les plages comme en Floride. Donc tout cela, toutes ces circonstances ont fait que très rapidement, les gens se sont saisis de la question, ont développé leur conscience, se sont enfin réveillés sur ce genre de drame que l'on voit un peu partout aux États-Unis. Et ça a commencé de Minneapolis, ça a fait tache d'huile un peu partout. Et comme je vous le disais, la caractéristique particulière et qui me fait espérer qu'il y aura des lendemains positifs par rapport à ça, c'est qu'il ne s'agit pas, c'est vrai qu'un noir est mort, mais ce ne sont pas les noirs seulement qui manifestent. Dans certaines manifestations, vous voyez qu'il y avait plus de jeunes blancs que de noirs eux-mêmes. Donc je crois que c'est des circonstances qui ont été là et qui font que bon, ce mouvement-là sera peut-être la continuation de Martin Luther King avec la possibilité de donner des résultats encore plus probants que Martin Luther King lui-même et ce qu'il a fait avec Johnson. Voilà. Merci. Pape, tu veux rajouter quelque chose? Voilà, si vous permettez, je voulais juste revenir un tout petit peu sur le Montgomery Bus boycott, le boycott de bus de Montgomery, avant de répondre à la question sur la mort de George Floyd. Donc, ce qu'il faut retenir surtout dans ce boycott de bus, c'est l'organisation. Parce que peut-être que les noms de Martin Luther King et de Rosa Parks sont les plus connus, mais c'est toute la communauté noire qui s'est mobilisée autour de ce boycott de bus. Donc, il y a ce qu'on appelle les Black Businesses qui sont organisés d'abord pour non seulement donner leur taxi, mais aux Noirs qui payent le même prix qu'ils payaient pour être transportés par les bus. Et il y a aussi à côté une organisation pour faire des flyers, informer les gens sur l'inégalité raciale, etc., etc. Et aussi, autre chose à retenir, c'était une suite de la politique de separate but equal qui a eu lieu après 1865 jusqu'à 1955. C'est un siècle presque durant lequel, autant pour moi, les Noirs ont vécu cet apartheid-là, separate but equal. Donc, 1955, c'était peut-être une chance d'avoir obtenu la déségrégation des bus par la Cour suprême à travers ce boycott-là de Rosa Parks. Donc, ce que je voulais inviter les gens à retenir ici, c'est que l'organisation d'une protestation, pour que ça réussisse, il faut donc un tout. Donc, ce n'est pas seulement Martin Luther King, ce n'est pas seulement Rosa Parks, mais c'est toute la communauté noire qui s'est mobilisée. Et on a vu aussi la même chose avec, si on peut maintenant sauter sur la question de la mort de George Floyd. Donc, le professeur Sen l'a souligné. La première chance que les gens ont eue pour noter l'horreur, l'inhumanité derrière l'action ou bien l'acte du policier Derek Chauvin, c'est la chance que les gens ont de filmer en direct l'acte même. Parce que tout le monde a été choqué. Imaginons par exemple, on entend par exemple, le gars dire « I can't breathe », je ne peux pas respirer. Il a été menotté, rien ne les obligeait à appeler l'ambulance pour l'amener, mais le gars continue comme ça. Et il n'a pas été ébranlé. George Floyd qui crie « I can't breathe », donc c'est inhumain. Donc les gens ont été choqués par cet acte-là, le fait qu'il s'accroupit sur lui et il avait toutes les possibilités d'appeler l'ambulance. Et même il y a ses collègues qui lui disaient cela, mais il refusait. Donc on a d'abord eu cette chance-là d'avoir obtenu la vidéo en direct de l'action, c'est une chose. L'autre chose, c'est le fait que, par exemple, même les bypassers, ceux qui passaient, les passerbys, les gens qui passaient,
étaient horrifiés et les gens filmaient. Et malgré cela, le gars ne bouge d'un iota. Et il savait, c'était une action méditée. Il savait ce qu'il cherchait. Et même, c'est après coup que les gens ont cherché, même dans la vie de ce policier-là, qu'il était affilié au mouvement suprémaciste blanc et qu'il a même fait l'objet de beaucoup de plaintes de gens qui a été brutalisé dans ses activités en tant que policier. Donc, tout ça a amené même les gens, maintenant, à Minneapolis, les autorités réfléchissent sur le fait même de faire des tests psychologiques aux policiers qu'on recrute. Et ça, ce serait une réussite inouïe. Et c'est à cause de cet assassinat-là que les gens maintenant pensent à cela. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mentalement prêts à exercer des activités de police. Donc, ce gars-là, Derek Chauvin, a prouvé cela. Donc, vraiment, il y a plein de choses qu'on peut retenir. Voilà, généralement, c'est ce que je voulais dire. Ndaï, tu veux rajouter quelque chose? Oui, pour ne pas répéter mes collègues panélistes, je dirais juste que la mort de George Floyd a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce qu'il y a eu une série d'incidents du genre juste avant la mort de George Floyd. Quelques 2 semaines avant, je crois, il y avait ce jogger noir ici à Georgia qui a été abattu froidement par un ancien de l'armée et son fils qui disent qu'il avait pris pour un cambrioleur. Les policiers sont allés dans l'appartement d'une femme qui dormait et qui l'ont abattu de sang-froid. Donc, c'est des choses qui se sont passées juste avant la mort de George Floyd. Et puis ensuite, on a cette vidéo de la mort de George Floyd qui nous plonge au cœur de l'atrocité, en fait, et qui, en réalité, devient la goutte d'eau, finalement, qui fait déborder le vase. Merci Ndeye, merci professeur Sen et merci à Pape Malik. Je vais passer à la question suivante. En quoi les mouvements de protestation de ces derniers jours diffèrent des mouvements qui ont marqué l'histoire de la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis? Et quels changements peut-on espérer? Je ne veux pas toujours être le premier, mais bon. Mais allons-y quand même. Je crois que j'ai ébauché un peu ce côté différent. Et je crois que le président Obama a été le premier d'ailleurs à le remarquer. Que effectivement, parce que Montgomery et tous ces mouvements-là, et le mouvement des droits civiques des années 50 et 60 à Washington et dans tous les États, c'était des Noirs qui venaient et qui manifestaient parce qu'ils voulaient que l'on change. Au départ, à Minneapolis, peut-être qu'il y avait certainement plus de Noirs, mais par la suite, ça a fait un raz-de-marée un peu partout aux États-Unis, et Blancs comme Noirs manifestaient. Il y a même l'épisode de ce vieux de 70 ans et plus, qui a été brutalisé par les policiers et qui est, je crois, qui est un Blanc. Donc, je crois que ce côté arc-en-ciel, je veux dire multiplicité, pluralité des groupes ethniques et des groupes raciaux, ça c'est une caractéristique qui fait la différence avec les autres mouvements. Et c'est cette caractéristique-là qui fait que moi je suis plutôt optimiste par rapport aux résultats qui vont venir. L'autre différence, c'est que la longueur des manifestations et le fait que ça se passe pratiquement dans toutes les grandes villes des États-Unis. Mais on a même montré que dans les petites villes où les gens sont encore plus conservateurs, mais pratiquement tout le monde est là à dire Black Lives Matter. C'est inouï parce que c'est dans ces bourgades qui sont plutôt conservatrices que peut-être on aurait pu dire que ça ne passera pas, mais c'est aller jusque là-bas. Donc je crois que tous ces éléments mis ensemble permettent d'espérer qu'on aura peut-être des résultats. Et les résultats n'ont pas d'ailleurs tardé à tomber. Le mouvement de Martin Luther King a mis beaucoup de temps pour avoir des résultats. Johnson, le président qui a pris les décisions, il y a fallu combien de temps pour les prendre? Mais vous voyez actuellement, il y a déjà des mesures qui sont prises à l'encontre des policiers fautifs. Et il y a deux choses qui sont sur la table. On réforme la police ou alors on réduit le budget qui est donné à la police
et on donne ça aux communautés. Donc, je crois qu'il y a des résultats qui sont en train de venir et je crois que, bon, les droits des Noirs et la place et le rôle des Noirs au niveau de la société américaine, je crois que tout cela sera renforcé et véritablement the land of opportunity, the land of milk of honey, life, liberty and the pursuit of happiness pour tout le monde. Je crois que c'est quelque chose qui est à portée de main, il me semble. Merci, professeur Sen. Il y a un autre follower sur Facebook qui nous pose la question suivante. Quel est l'intérêt de nous rappeler ces luttes? Pape. Ok, Pape, allez-y, c'est pas grave, allez-y. Allez-y. OK. Donc voilà, l'intérêt, c'est comme l'intitulé même de notre thème, parce que c'est pour voir est-ce que ces luttes produisent un changement ou pas. Et à voir maintenant, si on évalue, on voit que ça a produit des changements. Comme j'ai évoqué au début de mes propos, c'est par exemple le fait qu'ils ont obtenu non seulement la révocation de Derek Chauvin et de ses complices, ensuite le fait qu'ils soient inculpés, tous les 4, disons. Donc tout ça, c'est des résultats probants qui ont été le résultat, pour ne pas exclure la répétition, de ces protestations-là. Donc, c'est extrêmement important le fait de protester, mais de manière disciplinée, de manière structurée, de manière organisée. Donc, par analogie, j'ai évoqué aussi dans le début de mon propos que nous avons même vu la même chose ici au Sénégal. Par exemple, s'il y a une bonne structuration de ces manifestations-là, on peut se rappeler de mai 68 au Sénégal, mais on peut aussi se rappeler des événements du M23 en 2011. Donc, ils ont eu l'effet escompté. Mais pourvu que ça soit très bien structuré, que ça soit très bien organisé et que ce soit discipliné. En effet, Pape, oui, c'est ça l'objet de cette discussion, de ce panel de discussion sur Facebook. Nebinta, tu voulais dire quelque chose? Je crois que Pape a dit pratiquement ce que je voulais dire sur la question. Donc, oui, bon, peut-être que rappeler, il y a un intérêt. Je crois que l'histoire nous interpelle parce que l'histoire, tout simplement, nous permet de comprendre le présent et de savoir où nous sommes. Évoquer certains noms de Noirs américains célèbres, mais c'est ces manifestations-là qui les ont produits. Le premier Noir à aller dans la Cour suprême des États-Unis a un nom, il s'appelle Thurgood Marshall. Mais c'est en étant dans ces mouvements-là et en luttant aux côtés des manifestants qui s'est fait une notoriété qu'il a propulsé au niveau de la Cour suprême des États-Unis. L'éducation est un secteur qui a particulièrement évolué au niveau des Noirs aux États-Unis, même si ça n'a pas encore atteint un certain niveau, mais il y a des universités noires qui sont de renom et que l'on peut citer un peu partout dans le monde, mais c'est grâce à ces manifestations. C'est pas James Meredith qui, le premier, est entré à l'université de Mississippi en 1962, escorté par l'armée américaine. C'est pas le procès Brown versus Board of Education en 1954 qui a permis de déségréguer l'éducation aux États-Unis. Le droit de vote, il a été confirmé par ces manifestations. Je crois que c'est important de le dire que chaque fois que c'est nécessaire, il faut que le peuple soit debout et revendique ses droits. Seulement, j'ajouterai ceci, il faut que nous prenions exemple sur ces jeunes Américains qui manifestent. Parce que les manifestations ont failli être mises en péril quand ils ont commencé déjà à brûler et à piller. Mais ils ont été menacés par le gouvernement américain qui va dire « je vais mettre un arrêt à cela ». Tout de suite, ils sont ressaisis et ils ont arrêté les pillages et ils l'ont fait de manière très pacifique.
Je crois que donc revendiquer ces droits dans la paix et dans le calme, c'est aussi un moyen pour les peuples, n'importe quel peuple, de pouvoir avoir gain de cause. Et on a eu, effectivement, vous le rappelez souvent, on a eu des cas ici au Sénégal où au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des manifestations qui ont fait retirer un certain projet de loi. Et que donc la violence, peut-être que la violence est partie de la vie, mais ce genre de manifestation, essayez de le faire à la Martin Luther King, essayez de le faire à la, pour imiter ceux qui soutiennent la cause de George Floyd et des Noirs américains. Je crois que c'est une méthode qui peut avoir quand même des résultats. Merci, professeur Sen. Il nous reste juste 8 minutes avant la fin de ce live. Je voulais vous laisser la parole à vous, nos 3 panélistes, pour que vous passiez un message à la jeunesse qui nous regarde. Vous savez que la page de l'ambassade des États-Unis a plus de 200 followers. Et si vous avez un message poignant par rapport aux manifestations dont on vient de parler et que vous voulez faire passer à notre audience, ce sera la bienvenue. Mes jeunes collègues vont commencer là. You have the floor. Voilà. Merci Kiné. Donc là, c'est extrêmement important. Donc ce que je voulais dire, c'est surtout le fait d'avoir un comportement citoyen partout où on va. C'est extrêmement important. La violence, pour moi, n'amène rien du tout. Donc, il faut toujours manifester, mais dans la paix et dans le pacifisme. Donc, il y a une chose à laquelle, autant pour moi, je crois, c'est surtout le fait de s'organiser. Si on veut, par exemple, protester contre une chose, l'organisation est extrêmement importante. Par exemple, imaginons, moi qui ne suis pas d'accord avec une chose que le maire de mon quartier fait, et je me lève personnellement et je vais chaque jour devant la mairie pour protester. Peut-être on m'entendra, mais je n'aurai pas gain de cause. Mais si je parviens à sensibiliser peut-être mon quartier, à mobiliser tout le quartier pour faire croire à ce maire-là que ce qui me pousse à manifester, ce n'est pas seulement à moi que vous l'avez fait, mais c'est à tout le quartier. Donc là, je pourrais espérer d'avoir plus de résultats. Donc, la mobilisation, c'est extrêmement important pour les manifestations et les protestations. La deuxième chose, c'est le boycott. C'est une arme très puissante, surtout pour obtenir gain de cause. Dans le cas des États-Unis, par exemple, nous savons tous que la question raciale, fondamentalement, il y a la question du capital, de l'argent, de l'économie. Donc, on a vu, par exemple, la réussite du boycott de bus à Montgomery. C'est quoi? Parce qu'ils ont frappé le cœur du système. C'était quoi? L'économie. Donc, vous voyez, et tout de suite après, la Cour suprême a réagi. Bien vrai que ça a pris 13 mois, 1 an, pour avoir la réaction de la Cour suprême pour déségréguer. Mais vous voyez que donc, ils ont frappé le cœur du système, c'est l'économie, et les gens ont agi. Donc, il faut aussi la capacité de cibler. Parce que sur certains aspects, par exemple, les gens sentent l'autorité qui doit réagir, qui doit décider, sentira plus, par exemple, l'effet de la protestation. Donc, il faut aussi cet aspect ciblé-là, etc. Bon, voilà, d'une manière en vrac ce que je voulais ajouter. Merci, Ney. Je te passe la parole. Donc, ce que je vais ajouter, oui, il faut une bonne organisation, il faut une très bonne organisation, mais aussi il faut avoir ce courage de dire ça suffit. De dire ça suffit et de dire désormais je prends mon avenir en main. Ça, c'est très important parce que ça part de là d'abord. Ça suffit, je prends mon avenir en main. Et dès que cette décision-là est prise, maintenant, il faut s'organiser et voir comment obtenir ce qu'on demande. Il y a la bonne organisation, il y a les stratégies, mais il y a aussi le fait que chacun, là où il est ou là où elle est, puisse apporter sa contribution à l'effort de guerre, comme on dit. Il y a les artistes, il y a les, comment je vais dire, les industriels, il y a différentes couches de la population. Chacun peut, de son côté,
apporter sa contribution à l'effort de guerre. Pouvoir encadrer les masses parce que tout le monde ne peut pas sortir, mais pouvoir encadrer les masses et poser des actes concrets qui peuvent affecter ceux qui peuvent prendre des décisions. Parce que si on sort aujourd'hui, on revendique quelques jours, un jour, 2 jours, au 3e jour, on laisse tomber, là, on n'ira nulle part. Il faut cette persévérance et puis varier les stratégies pour pouvoir obtenir quelque chose, je crois. Merci, Ndeye. Professeur Sen, un dernier mot avant qu'on termine la... OK, rappelez que, bon, finalement, la protestation ou la manifestation, le fait de dire que je ne suis pas d'accord, c'est le fondement même de l'existence des États-Unis. Ceux qui ont créé les pères fondateurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont engagés dans une émigration et ont immigré vers les États-Unis. L'immigration, c'est aussi une façon de manifester son désaccord, sa désapprobation d'une situation particulière. Et ils ont dit émigrer. Pourquoi? Pour dire non à la tyrannie politique qui sévissait en Europe, pour dire non aussi à une certaine intolérance religieuse, et enfin pour dire non à la pauvreté, puisque le Irish Potato Famine, on le sait, ça a poussé les Irlandais vers les États-Unis. Donc, je crois que ça, c'est extrêmement important de voir ça comme fondement des États-Unis. L'autre chose, c'est que j'étais en train de me poser la question, je me disais, mais si l'incident de George Floyd s'était passé dans un autre pays, quel que soit le pays, est-ce que ça aurait eu la même répercussion que ce qu'on a vu aux États-Unis? C'est une question ouverte et je laisse les gens le temps de réfléchir là-dessus pour voir l'importance de la démocratie. Ailleurs, autre chose que je voulais noter aussi pour les jeunes, il ne faut pas qu'on se dise que ces choses ne se passent qu'aux États-Unis. Ce n'est certainement pas vrai. Dans ces conditions, il nous faut nous engager dans une certaine introspection. Et ils l'ont dit un peu partout aux États-Unis, to try to be better men and better women. On va étudier des choses par rapport aux États-Unis, par rapport aux Noirs aux États-Unis, mais par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons chaque jour qui ressemble à l'oppression d'un autre être humain, d'un prochain? Donc, on doit apprendre. Je crois que cette tolérance, cette capacité de donner à un être humain toutes ses valeurs, toutes ses qualités, je crois que la situation de George Floyd et des autres et les mesures qui les accompagnent nous poussent à dire nous devions faire l'effort qu'il faudrait pour être de meilleurs hommes et de meilleures femmes. Je ne vais pas faire combat qui ne peut plus traduire, mais il faut que je retourne à l'université pour lui apprendre le thème et la version. Il est toujours en anglais. Merci beaucoup tout le monde. Merci, professeur Sen, et merci pour la conclusion. Oui, essayer d'être de meilleurs hommes, ça c'est un message assez fort que nous devons retenir tous et essayer de nous améliorer dans notre vie de tous les jours. Bon, ceci nous ramène à la fin de cette live. Ce fut un plaisir vraiment d'être la modératrice. Professeur Sen, merci pour votre temps. Ndeye Binta, merci beaucoup. Avec les contraintes horaires, Pape Malik, merci beaucoup. Nous savons que le contexte actuel est assez difficile avec la COVID et nous prions que ça prenne fin au plus vite. Je voudrais, au nom de l'ambassade des États-Unis, remercier aussi nos followers qui nous suivent à partir de la page Facebook de l'ambassade des États-Unis. Je voulais juste rappeler que nous avons une page, un compte Twitter et Instagram où nous sommes actifs aussi. Merci infiniment et à bientôt sur d'autres thèmes. Au revoir. Bye bye.